Un des fleurons des collections de la Bibliothèque nationale de Pologne à Varsovie est une pièce unique qui nous éclaire sur l'histoire du banquet à la Renaissance et sur l'histoire de Bruxelles. Il s'agit de l'Album de Bruxelles, une description par image commentée du mariage d'Alexandre Farnèse et de Marie de Portugal en 1565. Les images qui suivent sont tirées de cet album et nous permettent un voyage dans le temps, dans la ville princière de la deuxième moitié du XVIe siècle. Le 11 novembre 1565, Bruxelles est en fête. La princesse Marie de Portugal y fait son entrée pour se marier avec Alexandre Farnèse, le fils de Marguerite d'Autriche, dite de Parme, gouvernante des Pays-Bas, et de Ottavio Farnèse, duc de Parme. Les plus grands nobles et les représentants des 4 grandes villes du duché de Brabant sont sortis de la ville pour venir à la rencontre de Marie. Elle est amenée dans un superbe carrosse conçu et conduit par Francesco de Marchi, qui sera aussi le chroniqueur de ces fêtes opulentes. La princesse Marie est présentée à sa future belle-mère Marguerite dans la grande salle du palais de Bruxelles, dont les restes se trouvent ici, derrière ce mur. C'est Marguerite qui a invité tout le monde dans sa résidence bruxelloise. Marie vient de Lisbonne, son futur beau-père Ottavio de Parme et son futur époux Alexandre de Madrid. Ce dernier y a été éduqué, pris en otage par son oncle le roi Philippe II, qui se méfiait de ses parents. Aux délégations portugaises, italiennes et espagnoles s'ajoutent les élites nobles des Pays-Bas bourguignons. Ces derniers, frustrés par leur perte d'influence et mécontents de la politique religieuse rigoureuse du roi, profiteront des festivités pour se concerter. Rien d'étonnant donc si c'est en avril 1566, 5 mois plus tard, qu'ils déclencheront le conflit qui se terminera en 1648 par la séparation des Pays-Bas catholiques et protestants. Le mariage est célébré dans la nouvelle chapelle du palais. Cette chapelle a été construite par l'empereur Charles Quint avec pour ambition principale d'impressionner davantage que la Sainte-Chapelle de Paris. Aujourd'hui, le superbe hôtel principal de la chapelle peut être admiré dans la cathédrale de Saint-Michel et Gudule. La négociation du mariage d'Alexandre a été particulièrement compliquée de par ses ascendances. Sa mère est une bâtarde de l'empereur Charles Quint et son grand-père paternel est un bâtard du pape Paul III. Le cardinal de Granvelle tenta de conclure une alliance avec une fille des Habsbourg de Vienne, mais ce fut un échec. Finalement, le comte d'Egmont ramène Alexandre de Madrid et le comte de Mansfeld Marie de Lisbonne. Ainsi, les tensions montantes entre la nouvelle noblesse de robe, le cardinal, et la vieille noblesse d'épée, les comtes, se traduisent dans les préalables à ce mariage. Le soir même du mariage, un premier banquet a lieu dans la grande galerie du palais. Cette galerie fait concurrence à celle du roi de France à Fontainebleau et à celle du roi d'Angleterre à Hampton Court. Les convives ne sont pas des moindres. Il y a évidemment les mariés, l'organisatrice et initiatrice, à savoir la gouvernante des Pays-Bas, et son époux, mais aussi le prince et la princesse d'Orange, l'ambassadeur du roi d'Espagne Diego Guzmán de Silva, ainsi que les principaux comtes et comtesses présents à Bruxelles, accompagnés de leurs enfants aînés. Le banquet est suivi d'un bal qui dure suffisamment longtemps pour qu'ensuite les époux se retirent chacun dans sa chambre pour dormir. La suite, ils la réservent pour le lendemain. Les festivités se prolongent de novembre 1565 à janvier 1566. Banquets, bals et tournois se suivent mais ne se ressemblent pas. Le 18 novembre a lieu le banquet principal. 110 cuisiniers ont travaillé pendant 15 jours pour le préparer. Les convives sont tellement nombreux qu'il faut les répartir dans les différentes salles du palais. Les principaux intéressés sont installés dans la grande salle que les Bruxellois ont construite jadis à leurs frais pour convaincre le duc de Bourgogne d'établir sa résidence à Bruxelles.
Sur la gauche du dessin, un superbe buffet dressoir, si typique du banquet renaissant, est décoré des armes d'Alexandre, Farnèse, Autriche et Bourgogne. Hélas, aucun dessin ne figure la superbe tenture qui décorait la salle et racontait l'histoire de Gédéon. L'épopée de ce personnage biblique avait été substituée à celle de Jason, un héros de la mythologie grecque, comme mythe fondateur de l'ordre de la Toison d'Or. Après le grand banquet, les bancs et les tables sur tréteaux sont évacués pour céder la place au bal. Les danses sont padouanes, allemandes ou françaises. Les musiciens à gauche sur le dessin sont italiens. Sous le baldaquin, la mariée et sa belle-mère regardent le spectacle en compagnie d'Anne de Saxe, princesse d'Orange, et de Sabine de Bavière, comtesse d'Egmont. Dans 2 ans, les époux d'Anne et de Sabine réagiront bien différemment au durcissement de la politique royale. Guillaume d'Orange aura quitté la ville pour organiser la révolte avant l'arrivée du duc d'Albe, le meilleur lieutenant du roi. Lamorel d'Egmont y restera et sera arrêté, poursuivi et exécuté avec son ami le comte d'Horn. Par la suite, Guillaume se convertira au calvinisme et deviendra le taciturne. Le bal est suivi d'un combat à pied qui prend également place dans la grande salle. Cette joute s'appelle des Amazones, des hommes sauvages et des lions, d'après les déguisements des participants. Les 3 groupes sont dirigés respectivement par le prince d'Orange, Alexandre Farnèse et le comte d'Egmont. Tout est orchestré. Comme par hasard, c'est le marié qui gagne la bataille. Après le combat, de nouvelles danses poursuivent les festivités jusqu'au milieu de la nuit. Le 4 décembre, les festivités se déplacent vers la grande place. Le dessin montre 2 chars qui précèdent un tournoi. L'un représente Vénus, l'autre le Soleil et la Lune. Les thèmes évoqués sont tirés de la mythologie, de l'astronomie, de l'alchimie et de la philosophie. La gouvernante et sa belle-fille regardent le spectacle de la pièce située au-dessus du portail de la tour de l'hôtel de ville, tandis que leur suite occupe les balcons. Les 3 chevaux qui tirent le char de Vénus portent des couleurs symboliques. Blanc pour l'air et l'eau, noir pour la terre et rouge pour l'amour. Les organisateurs du tournoi sont le comte Pierre-Ernest de Mansfeld et son fils Charles, le comte Louis de Nassau et le seigneur d'Estembruge, Georges de Ligne. 33 chevaliers s'affrontent. Des prix sont décernés au comte de Boussu, à Louis de Nassau, au fils Mansfeld et à Georges de Ligne et Philippe de Lannoy. Brederode, le beau-frère de Mansfeld, deviendra bientôt le premier dirigeant de la lutte contre le roi Philippe II. Quant à Mansfeld, il sympathisera d'abord avec la contestation avant de devenir un des serviteurs les plus fidèles du pouvoir royal. Dans 20 ans, il participera avec Alexandre Farnèse à la reconquête des Pays-Bas méridionaux. Après le décès de Farnèse en 1592, il lui succédera comme gouverneur. Le réseau urbain des Pays-Bas bourguignons est le plus important d'Europe après celui d'Italie. On ne gouverne pas ces régions sans rapport équilibré avec les élites des grandes villes. Il est donc normal que la cour descende des collines vers la grande place pour y assister à un cortège et un tournoi, suivi d'un banquet offert par le magistrat de la ville. À droite du dessin figure un superbe buffet dressoir, comme celui de la grande salle du palais lors du banquet principal.